Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Et aujourd'hui, on va évoquer en cette année présidentielle des livres politiques. Je vous les présente immédiatement. Damien Fleureau, bonjour. Bonjour. Vous publiez 2022 La flambée populiste aux éditions Plomb. Vous allez nous expliquer ce qu'est pour vous le populisme. Et puis alors, La tentation du clown. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Guillaume. Comment un candidat hors système va bouleverser l'élection présidentielle? C'est chez Buchet-Chastel. Mais alors justement, qu'est-ce que vous entendez par clown, Laetitia? Clown, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, c'est la personne au nez rouge qui fait rire les enfants. Ça peut, bien enfants, sûr. Il peut aussi c'est faire une rire. figure, oui, ou les adultes, évidemment. Mais il y a aussi le pendant de l'Auguste. Il y a le clown blanc, c'est-à-dire le clown moralisateur, celui qui est toujours là, un peu en tuteur de ce clown qui fait rire les enfants. Et puis il y a surtout, il me semble, la figure du Joker qui reprend le faciès Joker, du il fait clown. un peu peur. Et ça fait peur, c'est effrayant. Et le film, le blockbuster de Todd Phillips, à mon avis, est une belle parabole de notre époque. Et donc c'est pour cette raison que j'ai utilisé ce terme, mais surtout parce que clown, c'est le terme dont on affublait Donald Trump au départ. C'est-à-dire que Donald Trump, quand il se lance en politique, 2015, même jusqu'en 2016, toute la presse le traite dans les pages People, dans les pages divertissement, avec ce surnom de clown. Et Joe Biden lui-même, là, pendant le débat, le premier débat, deuxième débat qu'ils ont eu avant l'élection présidentielle, lui dit encore une fois, vous êtes un clown. Donc je me suis vraiment intéressée à cette figure du clown en se demandant si, oui ou non, en France, il est possible d'avoir l'avènement du clown, enfin. Est-ce qu'un clown peut être à l'Élysée? Bon, mais Laetitia, vous voyez quelle est ma question. Vous allez immédiatement devoir nous dire si vous voyez, je ne sais pas, un clown arriver dans la course à l'Élysée en ce moment. Alors déjà, la réponse à cette question que je me suis posée en amont, c'est une enquête. Donc j'ai été voir 50 experts, donc ce n'est pas juste uniquement un travail journalistique, c'est aussi un travail d'entretien très long. Et donc la conclusion de cette enquête, c'est que oui, tous les signaux sont au vert pour qu'un candidat hors système vienne bouleverser 2022. Attention, je vais vous demander son nom. Et le nom, je dressais, c'est un livre que j'ai sorti en mai, je proposais plusieurs profils, et il y en a déjà un qui est sorti du chapeau, puisque Éric Zemmour est là. Éric Zemmour est un clown. Il a un orteil dans la course présidentielle, puisque ne s'étant pas déclaré officiellement, il est difficile aujourd'hui de lui mettre cette casquette. On le sait, oui, que finalement, il ira sans doute. Mais oui, c'est un clown. Oui, Éric Zemmour est le prototype du clown. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous, puisque a priori, vous avez donné 3 types de clowns. À quel type, à quelle catégorie ressortirait-il? Alors, Joker, évidemment. Dans mon livre, je m'amuse en disant que c'est Chucky. Vous vous souvenez, cette poupée qui fait peur, c'est-à-dire que... Je m'en souviens pas, je suis désolé. Vous ne vous souvenez pas de ce film d'horreur? C'est une poupée qui fait peur. Donc, a priori... Il faut que j'améliore aussi ma culture en matière de film d'horreur. A priori, voilà, c'est un jouet plutôt angélique qui devient maléfique. Donc, pour vous, Zemmour, c'est une poupée qui fait peur? Oui, il me semble qu'effectivement, il a un programme qui peut être dangereux pour notre démocratie, mais qu'il avance à visage masqué. Et pour vous, Damien Fleureau, le populisme, qu'est-ce que c'est? Quoi donc a-t-on affaire aujourd'hui à une vague populiste en France, mais aussi ailleurs, bien sûr? Oui, alors le populisme, c'est un concept, c'est vrai, dont on parle beaucoup en cette rentrée politique, mais qui n'est pas nouveau et que l'on a vu à l'œuvre dans eh bien, quasiment tous les continents du monde, l'Amérique latine, bien sûr l'Europe, l'Europe de l'Est, avec des dirigeants populistes au pouvoir. Donc avec Mathieu Souquier, avec qui j'ai coécrit ce livre, on a cherché eh bien, à adresser un panorama de ce concept. C'est vrai qu'on connaît bien le libéralisme, le socialisme, le populisme peut-être un peu moins, en tous les cas en France, parce que les dirigeants, les responsables politiques n'aiment pas tellement avoir cette étiquette sur le dos. Certains
l'ont assumé par le passé, ailleurs dans le monde. En France, c'est autre chose. On hésite parfois à se revendiquer candidat populiste. Un candidat populiste, c'est un candidat qui se revendique du peuple. C'est nous le peuple, disaient par exemple les slogans du Front National, c'est l'ère du peuple. Par exemple, pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2012, c'est se revendiquer du peuple et s'opposer à une classe dirigeante que l'on juge souvent élitiste, souvent parisienne, et qui s'accaparerait le pouvoir. Ces dirigeants populistes veulent reprendre le pouvoir pour le donner, soi-disant, au peuple. Mais alors, en fait, le populisme tel que vous le décrivez, il se situe d'ailleurs principalement en opposition à un certain nombre de candidats qui sont présentés comme étant les candidats du système. Notre actuel président, si d'aventure Emmanuel Macron se représentait, on ne sait pas encore, mais s'il se représentait, eh bien, les populistes pourraient tirer avantage de cela pour dire, voilà, c'est une candidature bureaucratique, technocratique. Oui, c'est vrai que Emmanuel Macron, pour ses responsables politiques populistes, est l'exemple même du candidat du système, du responsable dans le système, même si lui-même, dans sa campagne en 2017, a cherché à utiliser des ressorts du populisme. C'était pas le dégagisme, mais pas loin. Il a, par exemple, et c'est assez notable, une de ses premières lois votées par sa majorité à l'Assemblée nationale, c'est une loi sur la moralisation de la vie politique. On n'était pas dans le tous pourri, mais pas forcément si loin. Donc le populisme, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans cet essai, c'est qu'il s'applique à différents degrés, à différentes doses, et que finalement, dans le passé, aujourd'hui, mais dans le passé récent, on remonte jusqu'à la campagne de 2007, eh bien, à droite comme à gauche, les partis d'extrême droite, d'extrême gauche, les partis de gouvernement ont tous, à un moment donné, utilisé des ressorts du populisme. Alors, le point commun entre vos deux termes, populisme et clown, Laetitia Krupa, c'est que personne, a priori, ne considérait qu'il était souhaitable d'être taxé de populiste ou d'être taxé de clown, à l'exception quand même, et j'aimerais justement que vous nous les présentiez, d'un parti qui est le parti 5 étoiles en Italie, avec Beppe Grillo qui était son fondateur, et puis, bon, mais ça, c'est pas la peine de le présenter, Coluche évidemment, qui n'est pas allé quand même jusqu'au bout de sa candidature à l'Élysée. En fait, le point commun entre nous, c'est que mon clown sera populiste. C'est-à-dire donc, évidemment qu'il est hors système, évidemment qu'il se positionne contre l'élite du pouvoir, contre cette oligarchie qu'il détermine après de façon un peu différente en fonction de où il parle, à gauche ou à droite. Et bien sûr qu'il se réclame du peuple, évidemment, mais comme l'a fait Coluche, comme l'a fait Beppe Grillo en Italie. Beppe Grillo en Italie, c'est les années 2010, c'est-à-dire que alors d'où vient, qui est cet homme? Alors c'est un homme qui est un satiriste, qui est un pourfendeur du système, parce qu'il prend des positions fortes, mais il passe sur la rail, la télévision italienne, c'est dans les années Berlusconi, il a énormément de succès, beaucoup de popularité, de la notoriété, et petit à petit, il va finalement devenir militant, c'est-à-dire qu'il va prendre des positions contre la corruption en Italie. Évidemment, il profite d'une grande opération main propre pour vraiment la sortir du lot et lancer finalement un créneau qui n'existait pas encore, c'est-à-dire qu'il fait la rencontre d'un ingénieur, d'un génie du marketing et qui a tout compris aux data, qui a tout compris à une machine numérique dont on peut se servir pour faire campagne. Et donc, il décide de créer un blog au départ. Le blog, mais en quelques semaines, a une fréquentation qui est folle, c'est-à-dire qu'il se classe parmi les 20 premiers blogs au monde. Et donc, ensuite de ce blog, s'agrège une communauté et qui a, si vous voulez, des émanescences dans la rue, c'est-à-dire que ça commence sur Internet et ensuite il lance des Waffa Inculode, c'est-à-dire des... Allez vous faire voir de quoi il s'agit. Voilà, et donc il y a comme ça des journées de colère sociale où les gens descendent dans la rue et il va réussir à convaincre qu'il est le candidat du peuple. Comment? C'est très simple. Il prend les propositions que les internautes font, les 10 premières, celles qui ont le plus d'engagement, c'est-à-dire qui génèrent le plus de commentaires, et il les remet à sa sauce avec ses mots, son vocabulaire, et il signe Beppe Grillo. Donc il fait son programme, l'offre se calque sur la demande.
Damien. Oui, je vous parlais de candidats populistes dans le passé récent des élections présidentielles. Mais ce que vous dites, Laetitia, est vrai. Par exemple, Ségolène Royal, en mettant en place la démocratie participative, en mettant en place des sites internet pour faire redescendre des propositions, c'était déjà peut-être une première dose, je dirais, de populisme dans cette campagne. Donc, à un degré qui n'est pas celui de Marine Le Pen aujourd'hui ou de Jean-Luc Mélenchon. Avec la petite nuance pour Éric Zemmour, que c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un candidat populiste, mais il n'a pas forcément tous les critères du candidat populiste. Qu'est-ce qui lui manque selon vous ? Parce qu'en fait, il se revendique de la France, Éric Zemmour. C'est un souverainiste et il fait partie de l'élite. Cette élite qui est a priori pointée du doigt, dénoncée. Il est dans le système médiatique, Éric Zemmour, depuis des années et des années. Et c'est d'ailleurs ce qui fait son succès, sa culture, ses connaissances historiques, ses références. Trump, c'est exactement. Voilà. Donald Trump était dans le système, Damien Fleuron. Et alors, il était dans le système également. Mais personnalité extrêmement connue à New York. Installé. Il était dans le système du monde des affaires, je dirais. Alors, avec effectivement une influence et une capacité, notamment pour pouvoir faire campagne, du coup, d'exploser en quelque sorte le système politique, et notamment du Parti Les Républicains, et de prendre le pouvoir sur sa famille politique. Mais Éric Zemmour, voilà, joue pour l'instant sur deux niveaux. Il a cette capacité à aller parler à une France conservatrice et bourgeoise, je dirais, qui aime les références historiques d'Éric Zemmour, et aussi à ces Français qui ne se sentent plus représentés et qui voient en Éric Zemmour un candidat qui n'est pas un élu depuis des années et qui n'a pas eu des responsabilités en France. Laetitia Krupa, justement, est-ce que ça veut dire qu'il faut être nécessairement hors système, feindre de l'aide ? Parce que BP Grillo, par exemple, était quelqu'un d'extrêmement intégré au système médiatique cette fois-ci. Oui, bien sûr, évidemment, c'est avec ce costume-là qu'il faut se présenter au peuple, puisque visiblement, c'est ce qu'on achète aujourd'hui pour rester dans le marketing politique. Dans toutes les enquêtes, j'étais notamment en entretien avec des chercheurs du CNRS, dans toutes les enquêtes, c'est très clair, il y a une défiance totale contre les professionnels de la politique. Donc à partir du moment où on ne veut plus être représenté par les professionnels de la politique, ceux qui en ont fait un métier, et d'ailleurs Éric Zemmour, regardez bien dans toutes ses interviews, a la même phrase en disant « Je ne vis pas de la politique, je ne suis pas un professionnel de la politique ». Pourquoi ? Parce qu'il a lu les mêmes enquêtes d'opinion que nous et que plus personne ne fait confiance à ces gens-là. Alors si on ne veut pas de professionnels de la politique, de qui voulons-nous ? Je vous pose la question, Damien Fleuron. C'est difficile de se projeter aujourd'hui, et je crois que à 7 mois de l'élection présidentielle, les commentateurs, les éditorialistes politiques sont forcément très prudents, parce que même s'il y a des tendances, des courbes et des sondages qui se multiplient, ce ne sont que des photographies à un instant. Donc difficile de se projeter et d'être capable de vous dire avec certitude si Éric Zemmour ira au bout, s'il finira par faire alliance avec tel ou tel candidat. Peut-être lui-même ne le sait-il pas. Et difficile aussi de vous dire de quelle façon, autour d'Éric Zemmour, puisqu'on parle de lui, les partis ou les responsables engagés dans la campagne vont se positionner. Mais Laetitia Krupa, quand même, si on prend la scène politique française et qu'on la compare avec la scène politique américaine, avec Donald Trump, mais aussi avec ce que l'on peut voir au Brésil avec Jair Bolsonaro, on se rend compte malgré tout qu'en France, on répugne à un certain nombre d'outrances verbales, on attend un certain nombre de choses d'un président de la République. Donald Trump a piétiné toutes les règles de la communication politique. D'ailleurs, il n'a pas été réélu. Vous pensez que quelqu'un qui jetterait par-dessus bord toutes ces règles en France aurait une chance d'être élu ? Non, je pense que le clown sera bleu, blanc, rouge. Et d'ailleurs, l'équipe d'Éric Zemmour l'a bien compris, puisqu'il le présente, ça aussi c'est vraiment dans leur stratégie de communication, il le présente comme un Trump à la française, un Trump cultivé.
Vous voyez, donc ils ont déjà compris. Déjà, ça change. Ils ont déjà compris qu'en France, évidemment, ils ne pouvaient pas arriver comme ça et à coup de tweets totalement incultes gagner des voix. Non, ce n'est pas possible. Mais on peut tout à fait être un clown avec la culture du pays. Donc en France, pourquoi, en fait, la question c'est pourquoi la France serait-elle épargnée? En Tunisie, par exemple. Tunisie, qui est aussi un pays qui n'est pas loin, qu'on connaît tous, mais on ne regarde pas ce qui se passe chez nos voisins. C'est le même type de scrutin. La dernière élection présidentielle opposait 2 candidats hors système. Un qui a fait campagne, un média de la télévision qui a fait campagne depuis sa prison. Non mais on nage en plein délire. Et le second qui était un inconnu, procès qui était un procès largement politique que celui qui avait été imputé. Évidemment. Il ne s'était pas retrouvé en prison du fait d'un crime de droit commun. Non, pas du tout. Oui, bien sûr. Mais le deuxième était totalement inconnu du grand public, un prof de droit constitutionnel qui a pris un petit van, qui a pris 10 personnes qui étaient absolument pas professionnelles de la politique. Il a sillonné le pays, il a gagné les élections. Et juste un point, c'est ces élections ont connu le plus fort taux de participation. Donc ça veut bien dire qu'une affiche un peu inédite, un peu originale qui sort de traditionnels champs politiques, ça intéresse et en tout cas ça fait venir aux urnes des abstentionnistes. Mais alors, est-ce que ça veut dire, Damien Fleureau, que Marine Le Pen, qui semble-t-il, a plutôt tendance à se respectabiliser, à se présidentialiser, puisque c'est le terme qui est souvent employé, a tort de prendre une telle stratégie? Alors, c'est vrai que depuis quelques années maintenant, et c'est toute la stratégie de Marine Le Pen, elle a cherché à normaliser, à dédiaboliser, ce que l'on dit, sa formation politique, donc dans son incarnation, dans ses déclarations, dans le changement de nom du parti, dans le choix des responsables qui sont engagés dans des campagnes électorales. On l'a vu encore aux récentes élections régionales, avec d'anciens tranches-fuges de l'UMP mis tête de liste dans certaines régions. Marine Le Pen, elle a changé effectivement par exemple le slogan de sa campagne pour la présidentielle qui tourne autour des libertés chéries. C'est un autre concept que nous le peuple. Cela renvoie à une autre thématique, à un autre imaginaire même. On voit bien qu'elle cherche à surfer sur l'actualité, la restriction des libertés individuelles, des libertés publiques en période d'état d'urgence sanitaire, mais aussi de lutte contre le terrorisme. Est-ce que cela va fonctionner en termes d'intention de pour elle, vote, selon vous? C'est en tous les cas les leçons qu'elle a pu tirer de son échec à la dernière présidentielle, c'était qu'elle ne faisait pas présidente, qu'elle n'avait peut-être pas suffisamment l'étoffe, le programme, l'équipe pour arriver au pouvoir et renvoyer cette image d'une dirigeante prête à présider le pays. C'est donc pour cette raison qu'elle poursuit ce travail. Elle dit d'ailleurs en aparté, même publiquement, que Éric Zemmour la recentre. Et elle compte sans doute aussi s'appuyer sur la faiblesse du parti Les Républicains aujourd'hui, qui a bien du mal à se trouver un champion. Donc elle voit cet espace sans doute porteur pour elle dans son esprit. Mais justement, Laetitia Krupa, est-ce que selon vous, c'est bien d'être recentré pour Marine Le Pen? On voit qu'il y a un certain nombre de candidats qui, aujourd'hui, au contraire, se présentent comme procédant de la radicalité. On l'a vu, par exemple, pour la primaire écologiste. Est-ce que dans ce contexte-là, c'est bien de dire qu'on est beaucoup plus radical, tranchant que les autres. Je ne sais pas si, par exemple, la mode, c'est une question de mode, si on a l'impression, pourquoi les personnalités politiques se présentent comme radicales? Parce qu'ils ont l'impression que ça fait vendre. Ils ont l'impression que les électeurs vont voter pour eux parce qu'on a envie de changement, on a envie de rupture. Mais ce n'est qu'une impression. Qui vous dit que la majorité des Français, qui est une majorité silencieuse, a envie de tempête? Moi, je n'en sais rien. Donc c'est un pari qu'ils font. Et peut-être, il me semble, que peut-être si le courant, comme ça, la tendance est à la radicalité, peut-être que Marine Le Pen a raison d'être à contre-courant et de s'institutionnaliser. Il me semble que quand on a commencé une stratégie de communication qui est la sienne depuis des années, il serait une erreur de tout d'un coup changer et de redevenir radical. Autre dimension, Damien Fleureau, chez les populistes, Jair Bolsonaro, Donald Trump, le complotisme était très présent.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée que pour les responsables populistes, si vous êtes dans l'opposition au pouvoir, et parfois depuis des années et des années, c'est qu'on vous empêche d'accéder aux responsabilités. C'est parce que peut-être que le système est plus puissant et vous empêche par exemple d'avoir des parrainages, vous empêche par exemple d'avoir un financement dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais quand vous êtes à l'Élysée ou à la Maison-Blanche, en l'occurrence pour Donald Trump, vous avez toujours des oppositions. Vous avez toujours des oppositions et Donald Trump n'a cessé de vilipender ces oppositions qui, selon lui, souhaitaient le faire sortir de la Maison-Blanche le plus tôt possible, peut-être même avant la fin de son mandat, avec cette idée que voilà, le système reste toujours très présent. Les populistes, complotistes ont besoin du système aussi pour exister. Alors, c'est le moment d'introduire notre invité, mais l'invité que l'on n'a pas pu inviter. Et cet invité que l'on n'a pas pu inviter, c'est Bob Woodward. Bob Woodward est un grand journaliste américain. Il signe un livre intitulé « Péril » et dans ce livre, Laetitia Krupa, il présente les coulisses de la Maison-Blanche pendant l'ère de Donald Trump et il explique notamment que dans l'état-major américain, on avait des craintes sur la santé mentale de Donald Trump, sur le fait qu'il risquait, par exemple, de déclencher une guerre avec la Chine. Ça, c'est un élément extrêmement important, le fait que, alors je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de ce que vous appelez les clowns, mais il y a une dimension très irrationnelle, perçue comme telle ou assumée. Oui, plusieurs psychiatres se sont penchés sur le cas de Donald Trump et ils avaient conclu qu'effectivement son état psychique était défaillant. Ensuite, on n'a jamais eu un diagnostic définitif, mais si vous voulez, évidemment, Donald Trump, c'est comme celui qui nous invente les alternative facts. C'est-à-dire qu'il invente la vérité alternative. Non mais on marche sur la tête. C'est-à-dire que 2 plus 2 ne font pas 4. Ça ne fait pas 4, 2 plus 2, Guillaume. Ça fait 6. Voilà. Et ça, Donald Trump va vous en convaincre. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est la base de toute sa politique. Il était à la tête de la première puissance mondiale. Ce qui semble plutôt rassurant, il me semble, c'est parce qu'après la sidération de 2016, on se rend compte que finalement, il n'y a pas eu de chaos mondial, parce que les institutions sont peut-être certainement assez solides pour contenir même une personne qui aurait un profil psychique défaillant. Mais alors justement, est-ce que Damien Fleureau, c'est un atout d'être irrationnel? Parce qu'on voit que c'est quand même un profil de dirigeant, Donald Trump, Jair Bolsonaro, il y a d'autres exemples. Oui, alors après, chaque pays a sa spécificité, a son histoire, sa tradition. Et voilà, je pense par exemple que le temps de campagne, qui est parfois jugé trop long par certains, permet d'apporter des filtres. Et aujourd'hui, si on se pose la question de savoir si Éric Zemmour ira jusqu'au bout, eh bien voilà, il faut qu'il tienne. Bon, on peut tout dire sur Éric Zemmour, mais il ne se présente pas comme irrationaliste. Du point de vue du comportement, il semble avoir un comportement pondéré, enfin en tout cas certes, mais le temps de la campagne permet justement d'apporter des filtres, permet de poser des questions sur tout ou partie d'un programme et aux Français ensuite la possibilité de choisir en conscience, en connaissance de cause. Une fois en responsabilité, effectivement, vous pouvez avoir des personnalités qui se révèlent, on pouvait avoir un sentiment, effectivement, Donald Trump, on connaissait finalement bien qui il était avant qu'il accède à la Maison-Blanche. Effectivement, il y a des garde-fous, des contre-pouvoirs qui permettent d'encadrer même le président des États-Unis. On a vu récemment avec Joe Biden, et on en a fait les frais, qu'il peut y avoir aussi parfois des retournements inattendus dans des choix de politique diplomatique. Dans un cadre tout à fait rationnel là aussi. Dans un cadre tout à fait rationnel, mais c'est vrai que on aurait pu avoir la même réaction de Donald Trump, on aurait été informé de cette décision par un tweet envoyé au milieu de la nuit pour les Français. Bon, là, ça s'est fait différemment, mais donc voilà, on peut aussi avoir des surprises avec des responsables non populistes. On peut aussi avoir des surprises avec des candidatures. Je me souviens, il y a quelques mois, on discutait très sérieusement d'une candidature Bigard, et celle-ci, semble-t-il, ne viendra pas, Laetitia Krupa. C'est comme Cyril Hanouna, c'est un peu l'Arlésienne. Cyril Hanouna, depuis 2017, on parle de sa candidature, et ce n'est pas accessoire, en fait, il faut la prendre vraiment très au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il est la marionnette, et c'est ce que je décris dans le livre, du pouvoir macroniste. Ils ont bien
bien compris pourquoi ils vont tous sur son plateau. Ils ont bien compris comment se servir de cet espace-là. La marionnette, ça veut dire que dans ce cas-là, le pouvoir macroniste tire les ficelles de Cyril Hanouna? Non, c'est-à-dire qu'ils en profitent. Ils ont compris absolument où était leur intérêt, c'est-à-dire qu'ils touchent un public qui n'est pas captif des médias traditionnels et qui est plutôt défiant de la politique, c'est-à-dire les jeunes qui aiment Cyril Hanouna. Et donc, le pouvoir a tout à fait compris. C'est pour ça qu'il défile sur le plateau. Et donc, peut-être de façon inconsciente, moi, j'étais en face de lui, hein, j'ai été invitée pour mon bouquin dans son émission, je lui ai posé la question. Donc, c'est une question qu'il prend aussi au sérieux. C'est toujours difficile de savoir si oui ou non on est instrumentalisé. Vous voyez, lui veut de bonne foi compter et peser dans la campagne. Donc, il ne faut surtout pas mépriser les clowns, ça c'est ce que j'explique. Il ne faut jamais mépriser les petits candidats parce qu'ils disent beaucoup de notre époque. Et Cyril Hanouna est un acteur, qu'on le veuille ou non, de la future campagne présidentielle. Un mot de conclusion. Oui, et d'ailleurs, on l'a compris au sommet de l'État, puisque Emmanuel Macron a dialogué avec Éric Zemmour. Il y a eu un échange téléphonique entre eux. On sait effectivement que à l'Élysée, on incite certains membres du gouvernement à aller sur le plateau de Cyril Hanouna pour parler largement à toutes les Français, à tous les Français, à tous les électeurs potentiels. Il ne faut pas cliver dans le cadre d'une campagne électorale. Il faut élargir le plus possible son discours pour, au final, pouvoir l'emporter. La tentation du clown, comment un candidat hors système va bouleverser l'élection présidentielle, c'est le livre de Laetitia Krupa chez Buchet-Chastel et coécrit avec Mathieu Souquier, Damien Fleureau, 2022, La flambée populiste aux éditions Plomb. Merci de nous avoir rendu visite et à très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.